Alors, bonjour à tous et à toutes. Du coup, aujourd'hui, on va pouvoir parler du bâti ancien et de sa rénovation. C'est la thématique du webinaire d'aujourd'hui. Et pour vous parler de ça, nous avons deux intervenants, du coup, de Conseiller France Rénov, moi-même, Jason, du coup de l'ALEC Métropole Marseillaise et Nadine du CPIE et de la Maison Énergie Climat de Aix-en-Provence. Euh, Bonjour. Bonjour à tous. Donc, le réseau France Rénov, on va vous le présenter rapidement pour que vous remettiez en contexte. J'ai quelques personnes en attendant. Hop. Donc, le réseau France Rénov, c'est le service public de la rénovation de l'habitat. On délivre des conseils neutres et gratuits euh, aux particuliers, aux copropriétés et aussi aux collectivités. Du coup, sur le secteur de la métropole marseillaise, le territoire est coupé en deux. Du coup, on a plutôt sur la partie nord la Maison Énergie Habitat Climat qui va agir sur le territoire autour d'Aix et de Salon-en-Provence et la LEC, du coup, qui va agir autour de Marseille sur le territoire allant de Istres à La Ciotat. Voilà. Du coup, comment on fait pour nous contacter? Il faut passer par la porte d'entrée unique qui est le numéro Allo Rénov Énergie, du coup 04 88 60 21 06. Et du coup, vous serez accueilli au téléphone par un conseiller de l'ADIL, l'agence d'information sur le logement. Eux, ils conseillent avant tout sur la partie aide financière et accompagnement juridique. Et dès qu'il y a un besoin technique, ils vont vous orienter en fonction de votre territoire vers soit le CPIE pour Aix, soit l'ALEC pour Marseille. Euh, du coup, on délivre des conseils personnalisés qui sont neutres et gratuits en fonction de votre projet. On prend le temps de faire un point. La plupart des choses se passent par téléphone et par mail. Et en cas de sujet plus spécifique, on peut aussi se déplacer et faire des visites. On est là avant tout pour, en tant que tiers de confiance, pour vous accompagner tout au long du processus de rénovation, vous orienter vers des professionnels. Et cela se passe aussi grâce à notre outil numérique qui s'appelle Loutre, comme l'outil de la rénovation énergétique. Du coup, grâce à cet outil, vous pouvez avoir accès à votre compte personnalisé de votre côté et on peut rentrer en contact via cette plateforme. Vous pouvez solliciter des conseils auprès de nous et vous faire rappeler. Vous pouvez également solliciter des devis et générer des listes de professionnels sur votre commune. Voilà, c'est aussi un endroit pour que vous nous transmettiez vos documents, DPE, devis, et qu'on puisse y regarder. C'est vraiment l'outil qui permet d'être en contact et d'avoir le suivi du projet. Vous y avez accès de votre côté. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet du webinaire. Du coup, aujourd'hui, on est là pour la rénovation du bâti ancien, des maisons avant 1949. On va vous expliquer un peu ce qu'on entend par bâti ancien. Donc, Recording in progress. hop, il y a d'éteindre son micro. Hop. Donc, le bâti ancien, la date qui a été définie pour le passage officiel, c'est 1949. Après, tout est très progressif et relatif. Avant les années 1950, c'était plutôt du bâti traditionnel et il y a des inventions techniques et des bouleversements qui ont lieu à partir du 19e siècle, au début, avec l'invention du béton, etc. Du coup, dans les années 1950,
on a vraiment une démocratisation et une expansion de toutes les techniques qui ont été inventées, et notamment du parpaing et des blocs de ciment. Euh, Avant ça, on était sur un modèle de construction qui était très local et qui servait des ressources et des matériaux qui étaient disponibles en fonction des régions. Du coup, ça peut vraiment différer en fonction si on est plutôt dans des régions boisées, à la montagne, ou dans des régions plus pierreuse comme la nôtre. Et du coup, chaque bâti traditionnel est fonction de la région et des ressources disponibles. Autour de Lyon, on va avoir plus de sol argileux, du coup, on va avoir des constructions en terre. On est vraiment sur une construction qui est liée à son territoire. Les matériaux sont transformés, mais ils sont transformés en grande partie par des artisans à petite échelle et on n'a pas encore d'industrialisation vraiment de la construction et c'est ce tournant après-guerre qui va marquer l'industrialisation de la construction. En même temps, on peut dire qu'on a une évolution des standards de l'habitat. On a de plus en plus de confort, de plus en plus de réglementation. Avant les années 50, on passe beaucoup moins de temps à la maison. On est plus dehors et aussi il fait beaucoup moins chaud. On est plus nombreux dans les habitations. C'est vraiment dans la période qu'on appelle les Trente Glorieuses qu'on a cette montée de confort et du coup directement après-guerre des logements qui sont construits très rapidement avec peu de réglementation thermique, car on a nécessité de les construire vite, de créer du logement. Et du coup, à partir des années 70, avec la flambée de l'énergie, on commence à isoler les bâtiments et à se rendre compte que l'énergie coûte cher et qu'il faut aussi penser à ce côté thermique de la conception des bâtiments, ce qui n'était pas le cas, moins le cas avant. On va voir avec des principes très différents. Euh, du coup, au niveau de ce qu'on appelle le bâti ancien, on a aussi remarqué plusieurs types de construction qui vont dépendre de l'année de construction des bâtiments, mais aussi de leur situation géographique et de la qualité de leur maçonnerie, par exemple. Je vous invite à aller voir ces fiches qui ont été conçues par 1, 2, 3 Rénomed. Vous aurez le lien à la fin de à la fin de cette diapositive et vous pourrez les consulter. Ils ont dressé une typologie de bâtiments en bâti ancien et locaux, du coup des bâtis provençaux. On a la maison rurale qui est plutôt située avant les années 1914, la Bastide, maison de maître qui est un peu antérieure, la maison de village, la villa bourgeoise, la maison de faubourg. Dans tout ça, on est dans du bâti ancien et on va se rendre compte qu'elles ont beaucoup de points communs, mais aussi qu'il y a certaines différences et que chaque projet est très particulier. Il y a des évolutions dans le temps, les maisons évoluent elles aussi. On a dressé ces typologies, mais on peut aussi avoir des maisons qui ont été construites sur une première phase au début du siècle, puis à une extension dans les années 60. Tous les cas sont particuliers et du coup, c'est vraiment des grandes classes. Ça permet aussi de voir qu'en fonction de la situation urbaine ou rurale ou périphérique, on a potentiellement des problèmes et qui peuvent être différents, ou en tout cas des situations, si c'est pas des problèmes. Et, euh, et par exemple, dans les centres-bourgs ou les centres anciens ou dans les centres-villes, on va avoir du bâti plutôt très dense avec des mitoyens de part et d'autre, des alignements sur rue. Donc on va avoir moins de murs déperditifs et plus de déperdition par les toitures. Quand on est sur du bâti plus isolé, du coup, on va avoir plus de murs déperditifs. C'est une première différence qu'on peut noter. Dans le bâti mitoyen, on va aussi avoir dépendre du contexte urbain et pas pouvoir toujours faire ce qu'on veut par rapport à la réglementation urbaine. On détaillera tout ça. Euh, je vais passer le relais du coup sur cette partie à ma collègue.
Mhm. Voilà, donc la question de l'intérêt de la rénovation, eh ben, ça passe évidemment d'une part par diminuer les dépenses liées à la déperdition, aux dépenses de chauffage qui est devenu par exemple la première, vraiment le premier poste, le premier budget, la dépense principale des ménages. Donc on a aussi évidemment les réglementations thermiques qui ne cessent d'évoluer avec le temps. Là, on arrive vraiment petit à petit vers des normes qui se rapprochent vraiment des maisons passives. Alors, enfin voilà, ça devient quand même, voilà, on commence à avoir des logements qui sont très exigeants. Et puis évidemment, enfin voilà, le patrimoine, on essaye bah, d'apporter une plus-value au logement. La rénovation, ça permet quand même voilà, surtout en cas de vente ou de location, c'est intéressant d'arriver à- à valoriser son patrimoine. Euh, voilà, l'intérêt aussi, c'est de diminuer les surchauffes liées. On a des étés qui deviennent de plus en plus caniculaires. C'est quand même, voilà, ça devient un point assez sensible. On a besoin de maîtriser un minimum tous ces problèmes-là et voilà, et de participer à l'effort de réduire l'impact environnemental. Donc, principalement, on a des problèmes dans le bâtiment ancien. C'est vrai qu'on a pas mal de problèmes liés à l'inconfort, parce que c'est des bâtiments qui sont souvent, qui n'ont jamais été isolés. Voilà. Donc, on a des problèmes d'humidité, souvent, qui sont, si tu peux passer la prochaine diapo. Est-ce qu'on veut passer la diapo suivante? Voilà, donc c'est bon, c'est un peu général au problème de la rénovation, mais c'est vrai que par exemple, on a par exemple les parois froides qui sont un problème voilà, qu'on ressent généralement souvent dans les bâtiments anciens, ils n'ont jamais été isolés. On a beau chauffer, on a beau essayer de remonter la température, les parois restent froides et donc c'est un inconfort permanent qu'on arrive. Généralement, on a du mal à maîtriser. Voilà, les mouvements d'air aussi, la sensation de fuite d'air, de courant d'air, c'est très inconfortable aussi. Et bah, c'est un élément qui, en termes de ressenti, qui est très désagréable. Voilà, donc l'humidité, au-delà des problèmes enfin voilà, des problèmes de santé que ça peut entraîner. euh, voilà, on a des techniques et on a les moyens maintenant de pouvoir remédier à tout ça. Euh, c'est pas particulièrement propre aux bâtiments anciens, mais c'est vrai que voilà, ça, ça, ça doit être pris en compte. Et dans un projet de rénovation, l'humidité c'est un sujet assez délicat, quoi, assez sensible. Donc, en fait, ça, voilà. Donc, oui, Euh, c'est bon, je pense que tout le ouais, monde a à peu près compris les trois principaux points en tout cas. oui. Donc, température des parois, Voilà, c'est pas d'air. uniquement propre aux bâtiments anciens, mais c'est vrai que voilà, c'est des points qu'on retrouve assez souvent quand on fait de la rénovation. Exactement. Et on va Voilà, voir quand même qu'il y a des spécificités sur le bâti ancien par rapport à ces qui trois sont un petit points peu plus spécifiques, ouais. Mm, qui sont généraux, mais il y a des ouais, façons de les traiter dans le bâti ancien qui vont c'est être ça. spécifiques. Euh, du coup, je reprends le relais pour vous présenter de façon un peu plus générale, du coup, le bâti ancien provençal, puisque c'est de ça dont il est question sur notre secteur de la métropole. Donc,
qu'on peut dire globalement, c'est que le bâti ancien était réfléchi et conçu de façon intelligente par rapport à son contexte et qui répondait à des un climat et des usages qui étaété présents à l'époque. Le climat est resté le même. On a de plus en plus de problèmes de surchauffe l'été, mais on a toujours été dans un climat méditerranéen et les vents dominants n'ont pas changé. Du coup, le bâti ancien, il est souvent orienté par rapport à ça. On est sur un bâtiment, des maisons qui sont plutôt compactes, avec des murs en pierre assez massiques et avec des occultations pour se protéger du soleil, souvent des volets en bois type persienne et on a également des débords de toiture qui viennent créer des casquettes. Sur les orientations sud sud-ouest, on a aussi souvent la présence de végétation caduque, du coup souvent des essences locales, platanes, cocouliers, qui viennent amener de la protection solaire l'été, du coup, avec les feuilles, et qui, en hiver, une fois les feuilles tombées, laisse passer la lumière et on profite des apports gratuits du soleil. On voit aussi sur la photo, du coup, une treille avec des vignes. C'est des choses qu'on voit assez souvent dans le bâti provençal typique, on va dire. Après, toutes les maisons n'ont bien sûr pas ça, mais ça reste des solutions historiques et intéressantes pour se protéger du confort d'été. En termes d'organisation aussi à l'intérieur, il y a l'orientation des espaces qui répondent à des usages, notamment les pièces les plus froides comme des buanderies, des cafouches, etc., qui sont orientées plutôt du côté des vents et qui peuvent rester plus froids, alors que les pièces de vie sont plutôt orientées du côté chaud avec plus de vitrage. Là, au niveau des savoir-faire, du coup, on a déjà on vous a déjà expliqué un peu l'évolution des savoir-faire en Provence généralement mais également dans le sud, un peu plus loin dans les Alpes où on est sur des bâtiments en pierre puisqu'on a des sols qui sont calcaires et du coup les murs sont construits de cette façon avec les maçons qui sont vraiment les constructeurs du bâti provençal et on a des charpentes qui sont recouvertes de tuiles voilà des tuiles canal qui sont typiques. Ces documents, vous pouvez les retrouver également sur la- les ressources du CAUE qu'on vous présentera plus tard. Donc quelques images de ce qui est un bâti ancien typique. Après, comme on le disait, tout est au cas par cas et on n'a pas beaucoup de maisons qui sont en réalité exactement qui suivent exactement ce schéma et on a toujours des particularités propres à chaque maison. Mais ce qu'on peut retenir, c'est quand même les murs en pierre et les toitures en tuiles. Euh, voilà. Au niveau du comportement thermique de ces maisons, là on rentre de plus en plus dans le vif du sujet des choses qui vont nous intéresser pour la rénovation. C'est de comprendre comment le bâti ancien et les maisons construites avant sont faites. Du coup, ces murs en pierre, ils vont apporter énormément d'inertie au bâtiment. L'inertie, c'est la capacité d'un matériau ou d'un mur par sa masse à stocker de l'énergie et à la restituer plus tard. Donc, les murs en pierre, ils vont stocker énormément d'énergie et c'est pour ça que notamment, il fait plus frais parce qu'ils mettent du temps à se réchauffer quand le soleil arrive et ils gardent la fraîcheur de la nuit. Voilà. Donc, c'est vraiment cette notion de temps et de stock de chaleur. L'inertie, c'est directement relié à la masse et à la densité d'un matériau. Ce qu'on peut noter comme caractéristique typique aussi, c'est du coup la présence de ces murs en pierre en fondation filante en dessous des murs et la présence de combles perdus historiquement qui parfois ont été réaménagés, mais historiquement ils étaient
était plutôt un espace perdu qui servait d'espace tampon pour la thermique justement. Et le toit, qui est plus léger, bah, c'est l'espace en fait par lequel on a le plus de déperdition et à la fois l'hiver et l'été. Au niveau des fenêtres, on a historiquement plutôt des fenêtres, des menuiseries en simple vitrage en bois, euh, parfois des défauts d'étanchéité à l'air, c'est-à-dire que les fenêtres sont mal jointes avec le bâti et ça permet au bâtiment de respirer. Euh, voilà. Du coup, pour rentrer un peu plus dans le détail, cette capacité du bâti ancien à respirer, ça va vraiment être sa caractéristique importante au niveau de la thermique et qui est à prendre en compte dans toutes les interventions que vous allez faire en termes de rénovation. On parle de perspirance pour des murs. En gros, ça veut dire que le bâti ancien, il est construit de telle façon qu'il est toujours en interaction avec son contexte et il va créer un équilibre hygrométrique. Ça veut dire qu'il va accueillir de l'eau au sein de lui. Les murs en pierre contiennent de l'eau et c'est normal, donc contiennent un peu et il faut qu'ils puissent l'évacuer. Et du coup, historiquement, on n'a pas d'enduit, ciment, etc., parce que c'est des choses qui vont retenir l'eau. Ce qu'on voit dans un bâti isolé, c'est que du coup, en fonction de ce qui est mis en place, ben, on va pouvoir, en fonction des matériaux, mettre en place des isolants ou des enduits qui ont cette capacité ou non de laisser respirer le mur et c'est super important de laisser respirer le mur parce que euh, vous allez voir que on va expliquer que l'eau du coup est contenue dans le sol dans tous les cas. Les sols sont humides et si on essaye de se couper complètement de son milieu, bien on va du coup stocker l'eau à l'intérieur des murs et en partir derrière avec des problèmes d'humidité qui peuvent être plus importantes. Donc bien retenir la perspirance c'est la caractéristique première du mur en pierre qu'il faut prendre en compte dans la rénovation du bâti ancien. Donc maintenant, on va parler de comment on démarre son projet, comment rénover énergétiquement sa maison ancienne. La première étape qui est vraiment incontournable, c'est d'aller faire un état des lieux vraiment complet du bâtiment, vraiment des fondations, enfin, jusqu'à la toiture. En essayant d'avoir un diagnostic le plus complet possible. Alors, ça commence par essayer d'examiner au plus près des fondations. Donc, si, par exemple, s'il y a une cave, si c'est possible d'aller voir, c'est pas mal parce que ça donne vraiment beaucoup d'informations par rapport à l'état des fondations, par exemple. Mais bon, hein, il y a des ordres qui sont quand même plus caractéristiques et plus visibles. Généralement, il y a des fissures, enfin souvent. Donc, quel type de fissure? Au niveau de la charpente, elle peut être déformée, est-ce qu'elle est saine? Est-ce qu'on constate des fuites en toiture? Est-ce qu'il y a des traces peut-être d'insectes qui apparaissent? Au niveau des façades également, qui sont souvent en pierre, dans quel état sont les pierres? Est-ce qu'elles s'effritent? Est-ce qu'elles ont tendance à subir de l'érosion qui peut être due souvent à, des intempéries, à la pollution également qui abîme les matériaux. C'est intéressant aussi, c'est très important d'observer les planchers. Est-ce qu'on constate des pentes? Est-ce qu'il y a des problèmes visibles en tout cas? Ça peut être dû souvent au sol enfin, au tassement du sol. Voilà, parce que ben, le sol travaille, donc tout le bâtiment va bouger progressivement. Et donc ça, c'est vraiment des soucis voilà, qui peuvent être importants et qui nécessitent vraiment de s'y attarder, de prendre le temps
de faire un vrai diagnostic. L'humidité aussi, hein, enfin, le bâtiment ancien, en général, c'est gérer l'humidité, comme mon collègue l'a dit précédemment, puisque c'est vrai que l'eau euh, est transférée à travers le mur, elle s'évapore. Mais bon, ça peut être un problème dû à des travaux qui ont été réalisés précédemment et qui ont abîmé le bâtiment. Souvent, c'est ça. Donc voilà, il faut vraiment arriver à, à- à- à observer tout type de problèmes. Voilà, est-ce qu'ils existent des drains? Est-ce qu'ils ont été des fois, ils ont été bouchés ou ils ont été supprimés à travers le temps. Donc, tous ces problèmes-là doivent vous alerter et auquel cas, n'hésitez pas à faire appel à un bureau d'études structure, euh, voilà, Ou à nous car, appeler ou à nous directement appeler en directement. premier lieu pour qu'on puisse On faire peut un vous premier état des lieux orienter vers, ensemble. ouais, tout à fait. On peut vous orienter vers les bonnes entreprises, les bonnes personnes, parce que le risque, en fait, à terme, c'est un mauvais diagnostic, ça veut dire que la rénovation, enfin, va pas se passer comme prévu souvent, et le risque, c'est de créer de nouveaux désordres sur le bâtiment. Et voilà, de dépenser, d'avoir des dépenses financières qui peuvent être aussi assez conséquentes. Donc voilà, c'est le premier point, voilà, le diagnostic. Donc après, ce qui peut se passer donc, dans les bâtiments anciens, souvent, enfin jusqu'à 1900, dans les années 90, on a utilisé pas mal d'amiante. Donc ça, bon, c'est pas, c'était une époque où on trouvait pas mal d'amiante dans les tuiles, dans les toitures, les charpentes, mais aussi dans les cloisons un peu partout. Et ça peut potentiellement être un risque par rapport au chantier, parce que voilà, c'est très compliqué à éliminer, ça a des conséquences terribles qu'on connaît sur la santé. Et voilà, donc il y a une législation qui existe là-dessus, qui impose le désamiantage, notamment sur les bâtiments dont le permis a été accordé avant l'année 1997. Donc voilà, c'est à prendre en compte également. Au niveau des contraintes thermiques, donc il faut vraiment essayer d'observer s'il y a des fuites, s'il y a des fuites d'air, d'étanchéité. C'est important. Euh, donc l'État accorde pour les bâtiments anciens des aides voilà, qui sont répartis sur 6 postes de travaux, hein. Donc l'isolation des murs, des planchers bas, les toitures, et menuiseries extérieures, et ventilation, chauffage et eau chaude sanitaire. Donc ces aides sont soumises à une règle qui est que lors de la rénovation, on doit obtenir un gain de 2 sauts de classe par rapport au DPE, si vous avez un DPE toutefois. Voilà, donc voilà, c'est en fonction de la résistance thermique des matériaux. Il va falloir euh, Oui. voilà, obtenir une certaine épaisseur, par exemple au niveau des isolants. Bon, voilà, c'est vraiment soumis à des règles bien précises qu'on peut, voilà, si vous nous contactez, on peut vraiment vous aider. Ouais. On les connaît par cœur. Donc voilà, Le- Oui, le sujet des aides, là, ben, on n'a pas le temps de le développer. C'est c'est un ça. sujet transversal Mm, à toute la rénovation, mais mm. n'hésitez pas à nous appeler. On fait un point personnalisé En tout cas, ouais. et, et voilà. Voilà. Alors, au niveau de la réglementation, d'un point de vue un petit peu plus général, la réglementation urbaine et architecturale, donc évidemment, il existe le plan local d'urbanisme qui existe pour chaque commune, qui est, voilà, entre autres, le principal règlement. Voilà, il suffit de téléphoner à votre mairie, de vous rendre sur place, ou encore Généralement, maintenant, les PALUs sont consultables sur les sites internet. Donc voilà, ça, c'est la première chose, c'est incontournable.
Et puis aussi, il existe des tas d'autres règlements en fonction des communes. Voilà, je pense aux projets d'intérêt généraux ou voilà, opérations pour l'amélioration de l'habitat. Ça, c'est voilà. Donc là-dessus, il faut vous renseigner. On peut éventuellement vous orienter ça aussi. Et aussi, voilà, donc il existe des secteurs qui sont inscrits, des zones classées. Donc voilà, voilà, qui contiennent des règlements un petit peu plus spécifiques si vous habitez à 500 mètres, à moins de 500 mètres d'un bâtiment classé. Généralement, vous n'allez pas pouvoir euh, toucher à la façade ou à la toiture. Donc tout ça est consultable. Et vous pouvez très bien vous rapprocher également des associations de services publics comme France Rénov, comme la LEC et le CPUE, ou prendre rendez-vous avec l'architecte conseil de votre commune. Voilà, c'est des rendez-vous avec des architectes, c'est gratuit et ça vous permettra d'obtenir vraiment toutes les informations préalables au démarrage de vos travaux. C'est très important de mener, enfin voilà, de se renseigner vraiment avant d'attaquer quoi que ce soit. Auquel cas, après, c'est un peu plus compliqué de revenir en arrière. Voilà, pour examiner en tout cas la faisabilité de ce que vous envisagez de faire. Donc maintenant que vous avez vraiment posé le diagnostic, que vous avez toutes les informations et les conseils qui vont avec, euh, on, euh, on peut faire un petit aperçu de toutes les erreurs, de tout ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, donc quelques images pour illustrer ça. Par exemple, ce qu'on a dit précédemment, donc un enduit-ciment sur des moellons, ça, c'est généralement une cause de catastrophe à terme, hein, puisque l'eau qui est retenue à l'intérieur du mur va s'infiltrer et ne pas pouvoir s'évaporer. Donc ça va causer des dégâts assez importants. De la même façon, un mur en moellon qui ne serait pas protégé, à terme, on sait que ça va être, on sait que ça va être une cause de désordre aussi, puisque les pierres ne sont plus protégées. Voilà, de la même façon, isoler sans connaître les règles et sans mettre par vapeur, de fin vapeur, ça va causer de la condensation et ça va être assez compliqué une fois que tout a moisi pour revenir en arrière. Voilà, les pieds de mur ont besoin d'un drain pour récupérer l'eau qui arrive du sol. Euh, Souvent, c'est une cause de dégradation. Ce qu'on voit souvent aussi, c'est vraiment des gens qui font des travaux de rénovation un petit peu sans trop réfléchir et sans trop se préoccuper des règlements locaux. Et on arrive avec voilà, des rénovations qui sont un peu anarchiques, avec qui manquent de proportions, la typologie qui n'est pas respectée. Enfin, voilà, c'est vraiment toutes sortes. Voilà, c'est un petit peu un panel de toutes les erreurs à ne pas commettre. Isoler un plancher bas, donc là on voit un espèce de tuyau qui passe au milieu, là, sous le plancher bas. Euh, voilà, c'est une cause de désordre et c'est idiot car évidemment ça ne sert à rien et que c'est de l'argent dépensé inutilement en tout cas. Et voilà, une isolation qui ne va pas fonctionner de toute façon. Voilà, donc sur la dernière image, on voit carrément que les personnes n'ont pas utilisé les bons matériaux pour rénover leur intérieur. Et voilà, donc ça a été une catastrophe en fin de compte. Donc voilà, toutes ces choses c'est- qu'il ne faut pas faire. Euh, donc après, voilà, en fait, l'idée, c'est que pour faire une rénovation, il y a des étapes et il y a
il faut prioriser en quelque sorte les travaux. On sait par exemple que les principales déperditions se situent au niveau de la toiture. Donc c'est déjà un des postes qu'il va falloir prioriser et par lequel il va falloir commencer pour sa rénovation. Euh, on va avoir si on peut montrer sur l'image suivante. Voilà, donc contrairement aux bâtis plus contemporains, c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes sources de déperdition. Par exemple, bon, la toiture, ça de toute façon, mais voilà, l'infiltration et le renouvellement d'air dans les bâtiments anciens, c'était vraiment une cause d'inconfort, comme on l'a dit précédemment. On va devoir voilà, fonctionner par étapes pour avancer d'une manière un peu plus, un petit peu efficace. Euh, donc, par exemple, les toitures, voilà, la toiture, donc on sait que c'est vraiment l'air monte et enfin, on sait que c'est vraiment la priorité. Donc, ça dépend, en fait, tout dépend voilà, de votre toiture. Mais c'est vrai que quand on peut isoler par l'extérieur, alors c'est vraiment le système le plus efficace, donc le sarking. C'est des travaux qui sont relativement onéreux, mais qui sont à terme vraiment intéressants puisqu'on conserve vraiment toute l'inertie du bâtiment. Donc l'isolant est posé sur les voliges, hein, chevrons, voliges, hein. Donc, tout ça et en fait on fait vraiment, on le met quasiment, on fait quasiment comme dans une couette. On, euh, bon, après, c'est possible uniquement si votre bâtiment ne présente pas de caractéristiques patrimoniales importantes, puisque voilà. Euh, Sinon, on isole généralement le plus souvent par l'intérieur, soit les rampants, soit les combles perdus. Donc, il y a différentes techniques pour réaliser cette isolation. Dans les couples perdus, c'est vrai qu'on a souvent tendance à faire, à souffler, donc soit de la ouate de cellulose, soit des fibres un petit peu naturelles, euh, avec quelque chose, un isolant qui soit dense et qui soit vraiment efficace en termes de déphasage, qui va permettre vraiment de gagner en confort d'été et également voilà, d'être efficace, de conserver la température, la chaleur l'hiver. Euh, voilà. Euh, et c'est vrai que les combles, ah, Ouais, pardon. Hop, c'est trop j'ai fait vite. trop vite. Ouais, pardon, excuse-moi. Non. Voilà, donc l'isolation par l'intérieur, bon, enfin, est intéressant d'un point de vue patrimonial. C'est-à-dire que si on a l'obligation de devoir conserver la façade à l'identique parce que elle a un caractère assez spécial du point de vue de ses mots des natures, bon ben, voilà, ça va nous permettre euh, voilà, de conserver malgré tout une bonne température, d'être intéressante en termes de confort d'été et d'hiver, quoi. Les combles, voilà, l'isolation par l'extérieur ça est beaucoup plus rare. C'est vrai Ouais. on a beaucoup moins de demandes par rapport à ça. C'est généralement très cher. Mais c'est vraiment très très efficace d'un point de vue de l'inertie, puisque on conserve vraiment toutes les propriétés naturelles du bâtiment. Mais encore une fois, ce n'est pas toujours possible Ouais. de le Puis à faire. noter aussi que du coup, les combles perdus, quand on en a, ça marche très bien de les isoler et c'est très Oui, efficace et ça coûte pas cher et c'est ça, c'est quand même la quand technique. on n'a pas de comble habité, enfin, Oui, pas de surface mm, habitée en haut, c'est quand même la on chose peut, la plus on peut simple et la moins couvrir onéreuse à faire. oui, rapidement une grande surface avec la technique du soufflage. Voilà. Généralement avec de la ouate de cellulose, ou, enfin voilà,
des fibres un petit peu naturelles, quoi. Je vois Voilà. l'illustration du sarking n'est pas très explicite. Mm. Je Voilà. réponds C'est, directement. ouais, En fait, on pourra si vous venez vers nous, on pourra vous ouais. envoyer d'autres illustrations. C'est Mm, vraiment, pour faire un sarking, il faut déposer, détuiler la mm. couverture complètement C'est un et boulot assez long, ouais. Mm, mettre un contre-chevronnage et dans mm. lequel on vient insérer l'isolant et reposer la toiture en tuile. Du coup, c'est Voilà. pour ça que c'est plus onéreux. C'est parce qu'il y a Voilà. plus Et de puis on main-d'œuvre et surélève la toiture, hein. Donc ça, c'est pas, ça. c'est des, ouais. C'est pas toujours possible de le faire par rapport aux réglementations, ouais. Mm. Donc l'isolation, donc les murs, comme on l'a dit, comme mon collègue l'a dit précédemment, le mur est vraiment un élément le mur ancien en tout cas, est vraiment un élément qui respire, qui est, voilà, qui possède des propriétés vraiment différentes de ce qu'on peut constater dans la construction plus contemporaine. Et donc, c'est vraiment très, très important de retrouver, de conserver ces propriétés d'hygrométrie, c'est-à-dire de laisser l'eau, encore une fois, pouvoir s'échapper, pouvoir s'évaporer euh, euh, dans des bonnes conditions. Donc, c'est vrai que la première opération à faire, c'est vraiment d'enlever les enduits hydrofuges qu'on constate souvent sur les bâtiments qui ont été un peu rénovés déjà, pour permettre vraiment de retrouver les propriétés d'inertie et d'hygrométrie. Donc, c'est vrai que là, sur le schéma, on le voit assez bien. Euh, euh, voilà. Donc, on a en haut l'illustration avec l'eau qui circule et qui s'évapore. Donc, c'est important En fait, l'enduit correctif est très intéressant. C'est pas une technique enfin, c'est vraiment une technique propre aux bâtiments anciens. C'est-à-dire que c'est quelques centimètres d'un enduit qui est composé généralement avec de la chaux et du chanvre, mais il y a d'autres techniques hein, pour faire ça et qui permettent vraiment de protéger, d'isoler et voilà, et de retrouver vraiment des bonnes conditions pour ne pas créer de désordre d'humidité dans le bâtiment. Au-delà de l'isolation, alors c'est vrai que l'isolation, on fait souvent l'isolation par l'intérieur des murs. Bon, c'est évidemment parce qu'on n'a pas forcément le choix de faire autrement, mais bon, voilà, ça comporte quelques inconvénients, notamment, ben, on perd en surface habitable, et puis et puis c'est un petit peu dommage, voilà, de le faire comme ça, étant donné que euh, ben, ça nuit un petit peu à la nature même du mur d'origine. Donc, c'est très important, en tout cas, d'observer, de s'assurer qu'il existe des drains en pied de mur, auquel cas on a des mauvaises surprises par la suite. Euh, voilà, et bon, quand c'est possible, on peut toutefois isoler par l'extérieur, ce qui est vraiment une solution qui est effectivement plus efficace, mais qui n'est pas toujours réalisable pour des problèmes de réglementation enfin Euh, voilà, mais De prier toutefois, le- voilà, ce qui est important, c'est quand on peut le faire, d'avoir une correction thermique en extérieur pour garder l'inertie thermique du bâtiment. Et, euh, et voilà, en tout cas, ce qu'on peut dire là-dessus. Faire un petit point, peut-être une précision par Mm. anticipation sur une précision sur la remontée capillaire. Ouais, Parce que peut-être que, enfin, en tout cas, c'est un sujet qui revient ouais, particulièrement dans le c'est un bâti problème ancien. récurrent. Mm, Et mm, bah là, il faut bien prendre le temps d'observer, mm, de voir d'où pourrait venir l'eau. Et le principe, c'est vraiment mm. de laisser l'eau s'échapper au maximum. Du coup, les Ouais, isolants que vous mettez en place, il faut que ce soit des isolants poreux qui laissent circuler capillaire. la vapeur d'eau.
Mm. Même s'ils sont étanches à l'eau, il faut qu'ils laissent circuler la vapeur d'eau. Et, Ouais. euh, et du coup, il y a plein de solutions qui existent. On a des injections de l'osmose et tout ça qui viennent essayer d'équilibrer ces équilibres. Une des solutions mécaniques la plus intéressante, quand on peut, c'est de mettre vraiment des drains Mm. en pied de mur côté extérieur parce que bah, c'est toute cette eau contenue dans les Mm. sols qui sera pas euh, renvoyée dans les murs et Mm. au niveau de toutes ces solutions d'injection, etc. Bah, en fait, si vous injectez des produits dans un mur, par exemple, vous empêchez l'eau de circuler à cet endroit-là, mais l'eau va toujours trouver un autre chemin pour aller vous déranger bah, au niveau des sols. À faire attention à ces techniques qui peuvent être assez simples, mais C'est vrai. du coup elles sont pas magiques et Mm. l'idée c'est quand même de comprendre la nature du problème, toujours comme on a dit, de faire l'état des lieux, de Mm. voir d'où ça vient, est-ce que vous avez du bitume Mm. non étanche, est-ce que vous avez des dalles ciment qui sont directement coupées en plein mur, euh, Ouais, donc pour, ce qui est important, ouais, c'est vraiment d'enlever tout ce qui peut saturer, ce qui peut enfermer le mur. Et aussi, ce que je voulais dire, c'est souvent dans les maisons, enfin dans les bâtiments en général, on a des murs de refend qui partitionnent l'espace intérieur des bâtiments, des maisons. Et c'est vraiment inutile d'aller isoler ces parois-là, puisqu'elles elles contribuent vraiment à l'inertie du bâtiment. Elles sont importantes et c'est vraiment, encore une fois, c'est vraiment inutile de les isoler, quoi. Il vaut mieux conserver vraiment l'inertie et ça, c'est quand même plus on intéressant. isole uniquement ouais, les murs qui sont déperditifs du coup qui donnent sur C'est l'extérieur. ça. Ouais. Voilà, ça me permet de faire la transition sur des questions qu'on a potentiellement, enfin des retours qu'on a déjà eus. Ça sert à rien d'isoler ces murs, on est dans le sud. 50 centimètres de mur en pierre, ça isole déjà très bien et c'est parce que c'est épais en fait. Du coup, on a l'impression que ça isole. Faut vraiment, bon, on l'a dit, hein, mais distinguer l'inertie thermique de l'isolation thermique. Un mur en pierre, en termes d'isolation, ça correspond à peu près 2 centimètres d'isolant. C'est-à-dire que l'isolation, c'est bien la quantité de chaleur qui va traverser un mur, un mur isolé. Et l'inertie thermique, c'est sa capacité à le stocker. Du coup, un mur en pierre avec de l'inertie, il va mettre du temps à se chauffer, il va mettre aussi du temps à se refroidir, ce qui est intéressant pour le confort d'été. Si vous chauffez, il faut chauffer en avance parce que du coup, le mur met du temps aussi à se chauffer. Mais par contre, la chaleur, après, elle est plus agréable parce qu'elle est restituée plus longtemps. Ils ont vraiment ce rôle de stock de l'énergie. L'isolation, quant à elle, c'est vraiment la quantité d'énergie qui traverse un mur et un mur en pierre n'isole pas. Du coup, un mur en pierre est très déperditif et c'est pour ça notamment que il peut y avoir des factures de chauffage parfois assez élevées puisque bah, on a tendance à monter la température de l'air plus haut parce que les murs sont froids et en plus les murs sont déperditifs parce qu'ils sont pas isolés. Donc vraiment deux notions différentes et qui sont pas forcément qui sont reliées l'une à l'autre, mais on peut avoir une maison avec de la forte inertie et pas d'isolation. On peut avoir une maison avec beaucoup d'isolation et peu d'inertie. C'est notamment le cas des constructions légères, bois par exemple, qui sont mieux isolés, mais qui n'ont pas du tout d'inertie et du coup qui vont pas garder la chaleur ou la fraîcheur très longtemps. Euh, là, euh, précision importante pour bien comprendre le comportement parce que dans le bâti ancien, bah on a une bonne inertie thermique de par les murs en pierre et on va avoir tendance à essayer de la garder parce qu'on est dans une région où on commence de plus en plus à souffrir de la surchauffe des logements l'été et que l'inertie nous permet de lutter contre ça. Euh, voilà. Ensuite, du coup, on peut passer sur les fenêtres. Les fenêtres, bah,
autant que possible, il faut passer des simples vitrages anciens, menuiserie bois, à des doubles vitrages performants. Euh, du coup, le choix des menuiseries, c'est en fonction des possibilités. Historiquement, c'est plutôt du bois et ça respecte le bois isole naturellement, contrairement au PVC ou à l'aluminium où c'est des profilés creux dans lesquels on injecte de l'isolant. Euh, ça, c'est la solution la plus courante, on va dire. Si jamais votre maison ancienne a des, euh, des fenêtres et un intérêt patrimonial, que vous pouvez pas changer les fenêtres parce que vous êtes dans un secteur ABF ou alors même parce que vous aimez vos fenêtres, vos vieilles fenêtres anciennes, bah dans ce cas-là, c'est possible de mettre des doubles fenêtres, c'est-à-dire de rajouter un châssis côté Intérieur. intérieur, du coup pour pas dénaturer la façade. Et en solution complémentaire, alternative, si on peut dire. Vous pouvez aussi travailler sur les occultations et du coup mettre en place des volets persiennes, des volets bois. Les volets persiennes permettent à la fois de se protéger du soleil et des déperditions, mais aussi de conserver cette caractéristique de ventilation naturelle. Avec les volets fermés, notamment utile l'été quand on veut se protéger mais quand même ventiler. Donc fermer ses volets l'hiver, ça fait faire beaucoup d'économies d'énergie aussi. Euh, c'est une solution assez simple qui est elle aussi euh, plutôt historique. Côté intérieur, on peut mettre en place des, des rideaux épais qui sont du coup des rideaux thermiques. Il faut savoir que les fenêtres sont toujours des parois froides comparées au mur. Une fenêtre, même en double vitrage, isole moins qu'un mur isolé. Et du coup, on peut avoir cette sensation de froid qui est liée à quand on est à côté d'une fenêtre. Bah, le rideau, c'est une solution assez simple pour permettre de lutter contre ça. Ça vient pas isoler à proprement parler, mais ça vient travailler sur l'effet de la paroi froide et vraiment couper, avoir une sensation de chaud grâce à ce rideau euh, qui, euh, qui rayonne. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur les fenêtres? Parfois, vous avez des fenêtres qui sont euh, aussi mal posées, ce qui était dans le bâti ancien, on faisait moins attention à bien poser les choses parce que c'était pas très important que il y ait des déperditions et que le bâtiment respire. Aujourd'hui, bah, toutes les fuites d'air et les joints d'air, c'est ce qui fait qu'on a des déperditions et de l'inconfort et des consommations de chauffage élevées. Du coup, en fonction des cas et de la vétusté des fenêtres, c'est aussi possible de juste refaire les joints entre les châssis de fenêtres et la maçonnerie. Euh, qu'on peut dire, du coup, c'est que l'isolation des bâtiments, si elle est importante pour tout ce qui est confort et déperdition, comme ce qu'on vient de dire, elle a des conséquences positives, du coup, mais aussi des conséquences à prendre en compte dans l'équilibre du bâtiment. Quand on isole, en gros, c'est comme si on venait supprimer la respiration du bâtiment en partie. Du coup, on a de la création d'humidité qui est là simplement du fait de notre présence. On respire, on est plus nombreux qu'avant on est plus nombreux dans les bâtiments. On cuisine aussi, on a des salles de bain, des WC. Et du coup, on a de l'humidité qui se crée et il faut pouvoir l'évacuer. Euh, Dans le bâti ancien, en général, c'était de la ventilation naturelle, euh, qui était suffisant pour un bâtiment pas isolé. Si on a un bâtiment pas isolé, il respire de lui-même, on a des fuites d'air,
on a des consommations en plus à cause de ces fuites d'air. Mais une fois qu'on a isolé une maison de bâti ancien, il faut impérativement la ventiler de façon mécanique pour pouvoir extraire l'humidité qui est retenue. En termes de ventilation mécanique, on a des systèmes assez simples comme la ventilation simple flux, où on a des extracteurs dans les pièces humides, salle de bain, haute, cuisine, WC, et des entrées d'air qui se situent en général dans les fenêtres, dans Les les pièces de vie. châssis, les pièces de vie et les Ouais. châssis des fenêtres. Et du coup, on vient faire circuler comme ça l'air et on extrait l'air humide. Et c'est aussi important pour la qualité de l'air intérieur et du coup la santé, puisque un logement mal aéré, du coup, aura une moins bonne qualité de l'air intérieur que la qualité de l'air extérieur. Il y a des collègues qui ont fait un webinaire spécifiquement dédié au sujet de la ventilation. C'est super intéressant. C'est souvent un des oubliés de la rénovation. Il faut s'en soucier. À partir du moment où on isole, il faut bien ventiler. Malgré ce qu'on peut penser, la ventilation naturelle ne suffit pas à partir du moment où Ouais. on isole. Et du coup, bien se soucier de ça, de la ventilation mécanique. Une ventilation mécanique simple flux, hygroréglable, ça peut suffire. Il n'y a pas besoin de mettre en place une usine à gaz avec de la double flux, etc. Voilà, il y a des systèmes qui existent et qui vont permettre d'assainir votre logement en termes d'humidité et de qualité de l'air. Voilà, le dernier poste sur lequel on va pouvoir intervenir, c'est le plancher bas. On va aller assez vite là-dessus parce que je vois qu'on a déjà passé 1 heure et aussi surtout parce que c'est un poste sur lequel c'est difficile d'agir en rénovation. C'est souvent de la rénovation lourde où il faut qu'on dépose les sols existants ou alors il faut qu'on dépose carrément la dalle existante. Euh, Quand on habite dans le logement, c'est compliqué de faire ça, c'est pas toujours faisable. On vous explique quand même les principes de base. Du coup, bah, c'est les mêmes que sur les murs. C'est en gros de se soucier de l'inertie, se soucier de l'isolation et se soucier de la perspirance. Du coup, si jamais vous faites une rénovation lourde d'un bâti et que vous comptez démolir la dalle, par exemple, bah, vous pouvez mettre en place un hérisson ventilé. Du coup, c'est des pierres qui sont de plus en plus petites, avec des drains et qui viennent ventiler et aérer les remontées capillaires du sol, et avec une isolation et un plancher. On voit sur le schéma tout à gauche, du coup, on a la dalle qui est positionnée au-dessus de l'isolant qui est en vert, ce qui permet de garder de l'inertie thermique et du coup un meilleur confort d'été. Sur le schéma numéro 2, on a des panneaux isolants qui sont au-dessus avec un plancher chauffant. Là, du coup, un autre système. En termes de finition de sol, dans les climats chauds, on aura plutôt tendance à mettre de la terre cuite qui vient respirer. Donc traditionnellement, c'est de la tomate. Il peut y avoir d'autres choses, mais pareil, l'idée c'est de faire respirer au maximum et surtout d'avoir un revêtement de sol qui puisse rester froid aussi l'été. Du coup, pour le confort d'été, ça c'est intéressant. Donc, on a vraiment ce jeu entre confort d'été, d'hiver à avoir en particulier dans notre région pour faire en sorte d'avoir des matériaux qui soient adaptés l'hiver pour pas avoir trop froid, mais aussi l'été pour pas avoir trop chaud, ce qui est de plus en plus le cas. Euh, sur les solutions de les cas de cave voûtée, Mm. bah, isolant si du coup pareil dépose du sol existant et isolant, c'est une solution possible, mais on est toujours sur de la rénovation lourde. Sur des, des caves voûtées, c'est compliqué de venir mettre un isolant
Mm. directement sur la surface des voûtes. Si vous voulez isoler vos caves, il faut absolument mettre des isolants perspirants, c'est la règle. Surtout pas d'isolants étanches à l'eau, et du coup qui viendrait causer des problèmes d'humidité. Donc on évite tout ce qui est isolant plastique, polystyrène, polyuréthane. Euh, Ça, c'est Plume, même d'une manière générale, en fait. c'est d'une manière générale sur Mm. le bâti ancien pour les murs, pour les planchers et voilà. On a fait le tour. Il y a aussi d'autres postes, bien sûr, dans la rénovation énergétique, les systèmes de chauffage, les systèmes d'eau chaude sanitaire. C'est pas des choses qui sont spécifiques au bâti ancien. On va pas avoir de particularité, contrairement à l'isolation. Euh, Nous, on conseille toujours d'agir en priorité sur l'isolation parce que c'est ça qui fait que vous avez des déperditions ou pas. Vous n'allez pas faire des économies en changeant juste un système de chauffage. Mais par contre, c'est des systèmes sur lesquels on peut agir après ou en même temps et qui sont plus ou moins efficaces. Le système de chauffage du bâti traditionnel historique, c'était la cheminée ouverte. Ça, c'est catastrophique en termes de rendement. Du coup, mettre des inserts ou des poêles dans les vieilles cheminées, ça marche très bien. Et après, on a tout un tas de d'autres systèmes sur lesquels je vous invite à aller voir d'autres webinaires. On vous donnera la liste et on a fait des webinaires dédiés au système de chauffage et à l'eau chaude sanitaire. Donc, à retenir, respecter les qualités et les fragilités du bâti ancien. C'est vraiment un bâti spécifique qui n'a pas les mêmes qualités intrinsèques que le bâti moderne qui est du coup bien gérer l'humidité, l'eau, veiller à pas créer de désordre en intervenant pour pas que ça ait des conséquences plus tard. Voilà, le mot La confusion. général. Le mot général, ce qu'il faut vraiment Mm. retenir, comprendre comment fonctionne le bâti ancien pour pouvoir intervenir en adéquation avec ce fonctionnement. Voilà, je vous invite à écrire vos questions. Il y en a déjà quelques-unes, mais pas tant que ça. Du coup, Pas tant que ça, non. on va pouvoir y répondre. Euh, On a René qui nous demandait sur le karting, ça c'est bon. On a Alexia qui nous demandait par rapport à la perspirance. Je m'interroge pour faire une isolation thermique par l'extérieur. Est-ce que l'eau dans une vieille maison en briques pourra s'évacuer? Il faut vraiment choisir son isolant C'est ça. en conséquence. Persévérant. Mais oui, il pourra tout à fait s'évacuer et une isolation par l'extérieur Mm. avec un isolant perspirant. Ouais. Euh, du coup, en isolant perspirant, on a tout ce qui est fibreux. En général, ça perspire. La Les, fibre de euh, bois. les isolants qui ont les meilleures Mm. caractéristiques, en général, c'est les isolants biosourcés, fibres de bois, blocs de chanvre, etc. La laine de roche, et ça fonctionne aussi, mais Mm. c'est moins bien. Dans les caractéristiques des isolants, il y a des DTU et etc. qui font que certains isolants sont possibles de poser en isolation par l'extérieur et pas autrement. Donc, il faut bien vérifier ça auprès de vos artisans, mais ils le savent et bien vérifier que ces isolants sont perspirants. Donc, pas de polystyrène, pas de Mm. polyuréthane, même si c'est ce qu'il y a de moins cher en fait, ça va retenir l'eau et vous aurez des désordres à terme. Vos isolants vont se décoller, etc. Et sur les isolants denses, du coup, fibreux et perspirants, on peut tout à fait faire un enduit à la chaux traditionnel parce que c'est Ouais. des isolants solides. Donc, pas de problème pour isoler les murs par l'extérieur. Et on peut aussi avoir un bardage ventilé qui permet à l'eau de s'échapper et au bâtiment de pouvoir continuer à respirer dans des bonnes conditions, éventuellement. C'est une autre Voilà. possibilité. Voilà. Et l'isolation par l'extérieur, c'est super quand on peut, parce que bah, ça permet de garder l'inertie côté Mm. intérieur et du coup euh, d'avoir à la fois une combinaison de l'isolant et d'inertie. Ok.
Ok. Si j'ai bien compris, Philippe nous demande si j'ai bien compris, dans un bâtiment en pierre, l'isolation intérieure doit aussi être respirant. Ouais, Oui. tout à fait. Ouais. Euh, Tous les matériaux, euh, en fait. tous les matériaux, Ouais, c'est ça. en fait, si vous n'avez pas un isolant perspirant côté intérieur, bah du coup vous allez avoir une rétention d'eau qui peut se créer entre l'isolant et le mur en pierre. Du coup, c'est-à-dire que l'isolant va retenir et du coup ça va créer de l'humidité, de la condensation. Ça. Ce qui est pas bon pour la santé du mur, ce qui est pas bon pour l'isolant, la pérennité de l'isolant et tout ça. Du coup, il faut que l'isolant respire après c'est votre VMC et la ventilation qui vient extraire l'air humide. Ouais, Mais le trop plein, ouais. il faut bien que le mur en pierre puisse respirer de préférence des deux côtés. C'est ça. Ouais. Voilà. Euh, des questions sur la documentation explicative par courrier, par Internet. Oui, alors on va vous transmettre déjà Présentation, ouais. cette Mm. présentation. Mm. Ensuite, ce qu'on peut vous inviter à aller voir, c'est des fiches d'autres associations qui sont très bien faites et très riches et, euh, et qui permettent de s'y retrouver par thème en général, en fonction de si on veut isoler sa toiture, si on veut isoler ses murs, si on a des combles perdus, des combles aménagés, etc. Donc on a les fiches de la maison paysanne, qui sont des fiches conseils sur ce lien, maisonpaysanne.org. On a les fiches du CAUE, qui sont elles spécifiques au bâti ancien. C'est moins spécifique sur la thermique, mais c'est plus du coup lié aux typologies locales de bâtiments. Du coup, et on a quand même quelques points intéressants sur la thermique. On a les fiches de 1 des 3 rénaux. Ça, c'est des fiches que vous avez vues au début avec des classes, des types de bâtiments, du coup plutôt des bâtiments ruraux, des maisons de maître, des maisons de faubourg, etc. Et du coup là, eux, ils vont élaborer des bouquets de travaux en fonction de si on se lance dans une rénovation globale ou une rénovation par geste. On a également des fiches de l'ANA, les fiches Créba. Bon, tout ça, je vous invite à aller le voir, c'est très intéressant. Sur le site de l'ALEC, il y a également des informations sur les postes de travaux. Si vous avez besoin, si vous posez toujours des questions très spécifiques, on peut échanger avec plaisir et faire un point sur votre maison, sur le cas spécifique, comprendre Mm. euh, dans quelle situation sont vos murs, si vous avez des fortes consommations, quelles pièces il y a derrière, vraiment faire un point complet. Voilà, donc n'hésitez pas à prendre contact avec nous via Allo Rénov Énergie, le portail de la rénovation énergétique qu'on a présenté avant, et vous serez redirigé soit vers le CPIE, soit vers l'ALEC en fonction du territoire dans lequel vous habitez. Et vous pouvez aussi vous connecter sur l'outre et vous créer Et- votre espace personnel, ce qui est Exactement. assez simple à faire. Voilà, et d'autres webinaires du coup pour creuser les sujets sur d'autres thèmes comme la ventilation, un webinaire qui a été fait il y a pas longtemps et qui permet je pense, de bien compléter celui sur le bâti ancien, notamment pour comprendre tous les systèmes de ventilation. Voilà, il n'y a pas d'autres questions. Du Pas pour le coup, moment. on va pouvoir se quitter et merci à vous pour votre écoute et vous retrouverez ce webinaire du coup enregistré dans, sur YouTube. Voilà, on vous enverra le lien, il sera disponible. Euh, Voilà. N'hésitez pas à revenir vers nous, en tout cas, si vous avez des questions, pas ultérieurement. En ouais, tout cas, à chaque bientôt. projet est unique. Oui, à bientôt. Au À revoir. bientôt. Au revoir.